Ça. Alors, Ok. bonsoir à tous. Merci d'être venus pour ce dernier rendez-vous des doctorants sous le label Science avec et pour la société. Alors, encore une fois, pour faire un petit récapitulatif de cette année, on a essayé de toucher, on va dire, tout ce qui se fait à l'université, que ce soit à l'UMR LISA, donc avec Kevin Pedron ou Marc-André Perrault, et aussi ce qui se fait au laboratoire Sciences pour l'environnement, que ce soit avec Stella Mar. Et là, du coup, on va s'intéresser à un projet important aussi au sein de cette université, à travers l'intervention de Jean-Valère Lorenzetti, qui travaille au sein du projet Feu, pour être clair, et qui va nous parler, là, dans son intervention, de l'amélioration de la résistance au feu du bois par l'application de peintures enrichies en produits naturels, cas des extraits de liège vierge de Corse. Peut-être un titre un peu long, mais peut-être du moins. Et du coup, il va pouvoir nous parler de ses travaux dans une intervention, on va dire, assez courte et qui sera ensuite complétée par des questions et des réponses si le public écoute. Du coup, je remercie Jean-Valère pour sa participation et je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, bonjour à tous, à ceux qui sont en ligne, à ceux qui sont en présentiel. Merci beaucoup d'être présents pour ce dernier rendez-vous des doctorants. Je suis très content de présenter devant vous une partie de mes travaux de thèse. Il faut savoir que je suis d'autant plus content que j'ai un peu de temps pour vous parler en vrai, vous parler à des gens avec qui je peux échanger, ce qui est vraiment sympa parce que quand on est en conférence et tout, on est limité par le temps et tout. Et là, c'est sympa parce qu'on est sur un format qui est vraiment chouette et ça me fait très plaisir. Donc, merci à tous d'être là. Et donc, je vais vous parler de l'amélioration de la résistance au feu du bois, donc comme il a été mentionné avant. Et du coup, je vais introduire mon propos avec une image qui est assez parlante. C'est c'est une image qui a été prise pendant un feu de végétation en Californie en 2018 et qui montre qu'en fait, il y a une étroite liaison entre un incendie de végétation et un incendie de bâtiment. Enfin, on a tendance à faire la séparation entre les deux. En fait, un feu de structure, un feu de bâtiment, un feu d'habitat, j'ai envie de dire, peut être largement influencé par un feu de végétation. Donc, c'est une image qui est très parlante et qui est très impressionnante. Et ça peut aussi mener du coup à des catastrophes de masse, comme ça a été le cas à Paradise par le feu Campfire en 2018, avec la destruction de plus de 18 000 structures sur un feu de plusieurs milliers d'hectares, je ne sais plus combien exactement. Et du coup, voilà, on montre que en fait, l'impact des incendies de végétation peut être énorme, mais aussi à l'échelle de villes entières, et ce qui montre qu'en fait, il y a une grosse problématique sur les interfaces forêt-habitat. Donc, je voulais aussi vous parler de l'augmentation du risque incendie dans le monde. En fait, ce qu'on voit sur ce graphe, c'est quelques exemples qu'on a pris sur des feux de végétation, enfin, des incendies plutôt de forêt qui ont été assez marquants et des saisons qui ont été assez marquantes. Et donc, on voit qu'il y a une augmentation du risque incendie dans le monde avec, bon là, je vous mets un peu des surfaces brûlées, dans quels endroits, combien de structures ont été détruites. Et du coup, on voit qu'il y a une augmentation progressive, on va dire, de la surface brûlée dans le monde. Et on voit aussi, notamment en 2023, on a tous vu dans l'actualité, au Canada, par exemple, là, on a actuellement 9 millions d'hectares qui ont été brûlés. C'est la plus grosse saison incendie depuis qu'on enregistre en fait les données sur les incendies. Et c'est une saison qui n'est toujours pas terminée, on n'est que début juillet. Donc c'est extrêmement impressionnant et c'est extrêmement alarmant, j'ai envie de dire. Ça se dit. Voilà. Et en fait, il y a trois préoccupations majeures par rapport à cette problématique. Par exemple, le dérèglement climatique, la reforestation, c'est-à-dire la forêt qui revient au contact des habitats parce que plus personne n'entretient les espaces naturels. C'est une problématique qui est très d'actualité en Corse. Et également l'expansion urbaine. Et donc, ça nous mène à une notion qui est très importante dans l'incendie, c'est les interfaces forêt-habitat. Donc, les interfaces forêt-habitat sont des zones charnières pour la transmission d'un incendie depuis une forêt ou une végétation vers une habitation. Et donc, on voit trois principaux modes de propagation des feux de forêt: le contact des flammes, les rayonnements thermiques et les projections enflammées. Cette problématique, elle a aussi fait en fait émerger une notion d'espace défendable, c'est-à-dire en fait un endroit, un espace autour de la maison que les politiques publiques essayent d'implémenter des normes de sécurité en fait pour éviter justement ces propagations et ces problématiques. Par exemple, en France, on a des arrêtés de débroussaillement qui stipulent qu'il faut débroussailler 50 mètres autour de sa maison. Et également qu'il faut éviter d'avoir de la végétation à moins de 3 mètres de son habitat, pour éviter la propagation vers le bâtiment. Mais en fait, ça n'empêche pas que dans ces espaces défendables, il puisse y avoir des structures en bois
donc, qui sont hautement inflammables et combustibles, comme des clôtures, des toitures, des abris de jardin, des terrasses, etc. Et des volets. Et donc ça m'emmène sur une autre problématique qui est le bois comme matériau de construction. Donc le bois, c'est un matériau qui est très apprécié et dont la demande est en forte augmentation depuis quelques années. Évidemment, en fait, pour l'ornementation et pour la construction, c'est extrêmement apprécié. On apprécie tous d'avoir un beau chalet en face des yeux, mais c'est très vulnérable à l'incendie. C'est la problématique première du bois. Alors effectivement, quand on voit ça, on se dit ouais, c'est magnifique, c'est très beau, mais en fait, il suffit d'une étincelle et d'un feu de végétation pour que ça se transforme en un brasier, et c'est là toute la problématique. Donc une des solutions, c'est l'inifugation des matériaux en bois. Donc, les inifugents traditionnels sont pour la plupart classés polluants organiques persistants depuis quelques années. Donc on observe une tendance à développer des solutions à faible impact sanitaire et environnemental. Donc vous allez me demander qu'est-ce que c'est l'inifugation. S'il y en a qui ne savent pas, je vais essayer de détailler un peu et on va rentrer un peu dans les techniques, mais sans vraiment s'y attarder, ne vous inquiétez pas. Donc l'inifugation des matériaux, c'est la protection passive contre l'incendie. Donc c'est comment protéger de manière efficace et prévenir le risque incendie. Donc en fait, un matériau, pour améliorer sa comportement au feu, on peut lui implémenter deux fonctions différentes, soit résistant au feu, par exemple une porte coupe-feu qui va réduire la propagation dans les feux pleinement développés, ou une fonction retardateur de flamme qui va permettre une faible contribution du combustible dans les feux naissants. Donc il y a différents mécanismes d'action pour les retardateurs de flamme. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait, il y a l'isolation thermique en phase solide, c'est-à-dire dans le solide, on peut soit faire de l'isolation thermique, soit des réactions endothermiques. On ne va pas rentrer dans le technique, ou en phase gazeuse, on peut faire des libérations de gaz inertes ou de l'inhibition de flamme. Traditionnellement, l'inhibition de flamme, c'était le mécanisme le plus apprécié parce que le plus efficace, mais c'était réalisé à l'aide de dérivés halogénés. Le problème de ces dérivés halogénés, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont classés comme polluants organiques persistants depuis quelques années par beaucoup d'organismes, Convention de Stockholm, directive Ross, règlement REACH, etc. Et donc, on observe une tendance à développer des solutions à faible impact environnemental et sanitaire. Et donc, cette thèse, en fait, ce travail de thèse vise à formuler un retardateur de flamme intumescent, en partie biosourcé et applicable aux matériaux bois. Donc, ça revient dans toute la problématique que j'ai expliquée juste avant. Donc, qu'est-ce qu'un retardateur de flamme intumescent? En fait, c'est très simple. Comme c'est marqué en haut, le retardateur de flamme intumescent, ça gonfle. Le principe, c'est simplement un effet synergique qui mène à la formation d'un bouclier isolant lorsque soumis à un stress thermique. Donc, quand on va appliquer une flamme sur un matériau qui a été traité par un retardateur de flamme intumescent, ça va gonfler à la chaleur et on va avoir un phénomène en fait, d'isolation thermique, tout simplement, par effet de protection de bouclier. Ces retardateurs de flamme, ils sont composés de trois composants, principaux, trois ingrédients. Une source de carbone qui est riche en fonction hydroxyle, une source d'acide qui est un précurseur d'acide phosphorique. Ces deux-là vont faire une réaction de polymérisation, donc ils vont en fait faire un réseau charbonneux tout simplement qui va venir gonfler. Et gonfler grâce à quoi? Grâce à un agent gonflant qui est un libérateur de gaz inerte. Donc, ici un schéma pour reprendre, qui reprend le principe du retardateur de flamme. Donc effectivement, on voit que ça permet d'éviter l'augmentation de la température du substrat qu'on essaie de protéger, donc du bois qui est en dessous, par l'effet bouclier. Et ça permet aussi, en moindre mesure, mais c'est quand même important, de diminuer la libération de fumée. Il faut savoir que vu que les fumées sont la première cause de mortalité dans les incendies, c'est quand même pas négligeable. Donc on a des effets synergiques qui sont très importants dans ces retardateurs de flamme, et ils sont très intéressants, ils sont beaucoup travaillés ces dernières années parce que justement on est sur des formulations qui sont moins toxiques et qui sont efficaces sur plusieurs aspects, donc c'est extrêmement intéressant dans le domaine de la recherche. Donc ici une formulation témoin type, on ne va pas s'attarder dessus, on va juste regarder que le pentaérythritol qui est utilisé comme source de carbone est très riche en fonction hydroxyle, ce que je disais avant. Et c'est exactement ce qu'on va rechercher dans ce projet de thèse, en fait, parce que dans ces fonctions hydroxyles, on peut les trouver à très grande quantité dans la nature, dans les plantes et dans les ressources naturelles. Et donc, c'est ça qui nous a amené à réfléchir sur le liège vierge. Alors, pourquoi le liège vierge? En fait, déjà, il faut vous expliquer que le liège vierge, c'est le liège de première levée. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dissocier le liège vierge et le liège de haute production. Le liège vierge, il est très crevassé, plutôt dense, il est peu homogène, donc il est très peu valorisable en bouchon, par exemple. À l'inverse, le liège de reproduction, celui qu'on connaît est valorisé de cette façon-là. Mais du coup, ce liège vierge, en fait, est très peu valorisé et a une faible valeur marchande. Il faut savoir qu'aussi, en Corse, on a une très grosse ressource en liège. On a près de 20 000 hectares de forêt de chêne liège, en grande partie inexploitée, qui a été exploitée il y a un siècle à peu près, même s'ils ne le sont plus maintenant.
Et donc, on a un liège vierge qui est très prédominant dans ces forêts. Et donc, on se retrouve avec une grosse ressource, une grosse biomasse sur les mains. Donc, on s'est intéressé à cette biomasse-là, justement, parce que, entre autres biopolymères, elle est riche aussi en extractibles. Donc, les extractibles, c'est les composés qu'on peut venir capter avec un contact du solvant, par exemple. On va venir faire une extraction, on va pouvoir les capter sans dénaturer la matrice végétale, sa structure. Et 5% de ces extractibles sont des composés phénoliques, polyphénoléthanins, qui sont très intéressants pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement riches en fonctions hydroxyles, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est les fonctions qu'on recherchait précédemment pour justement faire cette réaction de polymérisation dans les retardateurs de flamme intumescents, donc qui vont gonfler à la chaleur. Donc, ces composés phénoliques, ils ont déjà montré des propriétés intumescentes et antiradicalaires dans la bibliographie. Et donc, dans le liège, les principaux composés qu'on va retrouver, c'est des acides galliques, d'autres acides phénoliques également, l'acide élagique et des tannins, qui sont des molécules plus complexes, comme vous voyez ici, la castalagine et d'autres dérivés. L'essentiel, c'est de retenir qu'on a beaucoup de fonctions hydroxyles et ça va nous intéresser pour la suite. Donc, ce qu'on a cherché à faire au début, c'était de développer une méthode d'extraction verte pour les composés extractibles du liège. Verte dans le sens où on veut utiliser une méthode innovante qui consomme à la fois, qui prend à la fois moins de temps à mettre en œuvre, qui consomme moins d'énergie et qui consomme moins de solvants. Donc on s'est tourné vers l'extraction assistée par pression, donc c'est l'appareil qui est montré au tableau, et on a aussi essayé d'utiliser uniquement des solvants verts, donc sans impact environnemental, donc l'eau et l'éthanol. Donc on a essayé plusieurs mélanges de solvants, on a obtenu des extraits bruts. Ces extraits, on les a d'abord caractérisés chimiquement par des dosages de polyphénol et potentiels antioxydants. On a aussi fait des dosages plus complexes en chromatographie liquide, mais je ne vais pas en parler ici. Et donc, ces dosages de polyphénol totaux nous ont montré en fait que 3 extraits, les extraits A, B et C, donc, qui ont été obtenus grâce à des solvants majoritairement aqueux, ces 3 extraits-là ont montré des fortes concentrations en polyphénol et un fort potentiel antioxydant. Donc, c'était un bon indice en fait, de la présence de ces fonctions hydroxyles, OH, qu'on recherche dans ce projet. En parallèle de ça, on a également fait une analyse thermique de nos extraits. Donc, en fait, tous nos extraits obtenus, on les a soumis à un analyseur thermogravimétrique. Qu'est-ce que c'est? C'est juste en fait un appareil qui va peser la masse résiduelle dans une petite nacelle et en même temps chauffer, donc selon un programme qu'on va implémenter nous-mêmes. Donc chauffer avec une vitesse qu'on va lui définir. C'est-à-dire qu'en fait, nous, concrètement, on a chauffé de 100 degrés à 900 degrés Celsius nos échantillons et on a vu en fait leur dégradation au cours du temps en fonction de la température. Ça permet d'évaluer justement la perte de masse et aussi la vitesse de dégradation de nos extraits. Ce qu'on observe ici, en fait, c'est que plus le pic est haut, plus l'extrait se dégrade rapidement, ce qui est moins intéressant pour nous. En revanche, plus les pics est bas et plus la dégradation thermique est lente, donc moins rapide. On voit que nos extraits A, B, C, on montre les pics les plus faibles. Et il y a une très forte corrélation justement entre cette vitesse de dégradation et la concentration en polyphénol. Et donc cette corrélation nous permet en fait de dire que ces extraits sont des candidats potentiels comme source de carbone dans une formulation intumescente, et ce qu'on a essayé de faire par la suite. Donc on a intégré ces extraits dans des formulations. Tout simplement, on a mélangé ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire un agent gonflant qui va permettre d'exacerber la réaction, une source d'acide et des sources de carbone différentes. Donc on a fait plusieurs formulations différentes. Donc naturellement, on a fait nos extraits ABC. D'ailleurs, marqué 5, c'est une coquille, vraiment c'est 4. On a 3 extraits naturels, donc nos ABC qui ont montré des bons résultats précédemment, et le pentaérythritol qui est le témoin de la bibliographie. On a voulu comparer avec ce qu'on trouve dans la biblio. Ces formulations, une fois mélangées, on les a compactées sous forme de pellets, et on les a exposées à un flux chaleur, donc le cône calorimètre. Le cône calorimètre, c'est simplement un appareil qui va venir chauffer avec une énergie qu'on va définir nous-mêmes. Donc on peut avoir beaucoup de mesures dessus, de métrologie, avoir des données intéressantes sur nos produits. Et on peut observer aussi en fait, à l'échelle macroscopique, justement, ce qui va se passer. Est-ce qu'on va observer ce phénomène de gonflement qu'on recherche en fait? C'est ça le but de la manip. Effectivement, on a pu observer après, là c'est l'image après une minute d'exposition à 50 kW par mètre carré, on a pu observer du coup ce phénomène de gonflement, ce qui était du coup une petite victoire pour nous parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir l'observer. Et donc, vous voyez que la formulation A, en fait, elle a montré cette capacité à faire cette réaction de polymérisation.
À droite, vous voyez le témoin, donc avec le pentylétritol, qui est plus impressionnant sur le volume, mais en fait, on verra après qu'il y a quand même d'autres résultats qui sont très intéressants dans notre formulation, en partie biosourcée. Vous voyez ici une vidéo vite fait du témoin en vitesse x3. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un dégagement de fumée, donc c'est les gaz inertes qui sont dégagés par notre notre agent gonflant, pardon, et après on a la réaction de polymérisation qui va commencer. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout ce qui rentre en pyrolyse en dessous va en fait alimenter la réaction, et en fait ça va faire un phénomène de gonflement par le dessous, comme on l'observe ici. Et donc là, bon, ça s'arrête assez rapidement, mais en fait, à la fin, on obtient des meringues qui sont vraiment très impressionnantes. Ça dépend évidemment de la quantité de matériaux qu'on met sur notre substrat, mais voilà, ce qu'on voit ici, c'est que ça peut aller à des gonflements qui sont très très impressionnants. Ils peuvent aller sur du x4 en taille. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici, c'est que l'épaisseur de la meringue, donc du bouclier qu'on forme sur les pastilles après 15 minutes, dans le cas du témoin, il peut aller jusqu'à 8 cm, pour une pastille qui faisait 1 cm d'épaisseur. Donc j'ai dit x4, mais en fait c'était x8. C'est mes résultats quand même, hein. Je les connais quand même, je me suis un peu trompé. Alors même si la formulation A montre une épaisseur qui est un peu moitié moins grande, j'ai envie de dire, moitié moins impressionnante, elle a quand même montré des résultats qui étaient intéressants. Formulation B et C, évidemment, on s'est de suite dit, bon, là, c'est pas encourageant, donc on a un peu essayé de laisser de côté. Ce qui tombait bien en plus, parce que la formulation A, c'est celle qui est faite uniquement avec de l'eau, on a extrait que à l'eau, et donc c'était encore plus intéressant pour nous, parce qu'on utilise un solvant qui est totalement neutre. Et donc ce qu'on voit, c'est que voilà, sur la perte de masse à 15 minutes, c'est-à-dire on a pesé aussi nos pastilles avant-après pour voir un peu la perte de masse, la formulation A, évidemment, là, en fait, plus on garde moins on perd de masse, plus c'est intéressant pour nous parce qu'on a plus de matière qui va venir protéger le substrat. Donc voilà, la formulation A, elle est à peu près des mêmes niveaux que la formulation témoin. Et l'écart type est même inférieur, donc ça peut être intéressant. Et sur le temps pour initier la réaction, on est sur des temps qui sont similaires, mais sur la formulation 1, on est un peu en dessous, à 19 secondes, contre 21 pour la formulation témoin. Donc on n'a pas abandonné là, on s'est dit, même si l'épaisseur est moins importante, on s'est dit que c'était quand même intéressant de continuer. De toute façon, c'est une étude pilote, on est en train d'essayer des trucs, donc c'est quand même intéressant. Et après ça, on s'est demandé, ok, on a réussi à observer un phénomène de gonflement, mais est-ce que c'était vraiment ce qu'on recherchait, la réaction de polymérisation exactement? Et ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a fait de l'analyse en infrarouge du solide, sur le témoin et sur la formulation A. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des concordances spectrales qui sont flagrantes, c'est-à-dire qu'on a les mêmes spectres. Je ne vais pas rentrer dans le détail des bandes d'absorption, etc. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a bien formé ce réseau charbonneux qu'on cherchait initialement à former. Bon, celui-ci, c'est une analyse FTIR du solide pareil à différents stades de réaction. Je ne vais pas trop m'attarder dessus non plus. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les bandes caractéristiques de la réaction qu'on recherche, on ne les observe pas au début sur la poudre intacte, là où il y a les croix. Par contre, on l'observe à la fin sur la meringue qui a été formée. Donc ça a mis en évidence à la fois des concordances spectrales entre le témoin et la formulation A, et une faible transmittance des longueurs d'onde spécifiques de rayonnement des flammes, mais également une mise en évidence de la formation d'une structure phosphocarbonée par l'apparition des bandes caractéristiques de ces structures. En gros, ça marche, la réaction fonctionne, tout se passe bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a décidé quand même de faire de l'analyse thermogravimétrique, c'est-à-dire toujours, on est retourné à la plus petite échelle pour voir, ok, à l'échelle macroscopique, ça marche plutôt bien, on est un peu en dessous du témoin, il faut voir à l'échelle microscopique ce qui se passe. Donc en fait, à l'échelle thermogravimétrique, on voit que la formulation à base de notre extrait A montre une dégradation plus faible que celle avec le témoin de la bibliographie. Ce qu'on voit ici, c'est juste une courbe de perte de masse. Donc, en fait, on voit la masse au cours de la température, pardon. Et du coup, plus la courbe est haute, je veux dire, plus la dégradation est faible. Donc, c'était intéressant pour nous aussi, ce résultat. On voit un bel écart sur la masse résiduelle à 900 degrés. Et sur les vitesses de dégradation, qui sont simplement les dérivées de nos pertes de masse, c'est-à-dire que là, en fait, plus le pic est haut, plus la vitesse est élevée. C'est un concept qui est relativement simple. Là, plus les pics sont aplatis, plus la vitesse est faible, et donc du coup, plus c'est intéressant pour nous parce que notre formulation se dégrade moins vite. Et là, pareil, on a vu des écarts qui étaient assez significatifs. Et il y a aussi un décalage des pics. Bon, ça, j'en parle pas ici, mais c'est aussi intéressant parce que ça veut dire que les pics en fait, de dégradation apparaissent plus tard, c'est-à-dire à des températures plus élevées.
Donc la formulation à l'extrait A montre une meilleure stabilité thermique que la formulation témoin à l'échelle matière. Et donc en fait tous ces éléments, ça nous a permis de continuer dans ce projet-là en fait avec des formulations de peinture. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a utilisé un liant acrylique, c'est des liants qui sont relativement neutres pour l'environnement, qui sont comment dire, solubles dans l'eau, donc ça c'est intéressant aussi, parce que c'est des peintures qui ont un impact qui est diminué. Et on a mis aussi nos charges intumescentes à l'intérieur, donc on va tester plusieurs choses. Donc le pentyrétritol, comme d'habitude, pour la formulation témoin. Notre extrait A, notre extrait naturel de liège, on l'a aussi intégré dans une autre peinture pour tester. Et en fait, ces peintures, on les a appliquées sur du sapin, qui est un matériau qui est très bien étudié au laboratoire, donc on connaît bien sa dégradation thermique, à l'aide d'un pistolet à peinture. Ce qui est important, c'est toujours d'avoir la même densité de peinture sur plusieurs échantillons, parce que si vous avez 500 grammes sur une plaque et 200 sur une autre, ça ne va pas marcher pareil. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'être très répétable là-dessus. Et une fois qu'on a nos plaques peintes, en fait, on vient les exposer au cône calorimètre, donc c'est un appareil chauffant en fait, et on va pouvoir faire de la perte de masse dessus, de la puissance dégagée, donc beaucoup de calorimétrie d'énergétique. Et donc, ce qu'on voit ici, par exemple, au-dessus, c'est que le débit calorifique, donc l'énergie dégagée par une plaque de bois brute, est bien supérieure à celle qui est dégagée par un morceau de bois qui est traité par les peintures. Alors effectivement, là, ce qu'on voit, c'est de la puissance dégagée. Donc concrètement, en fait, on voit un gros pic au moment de l'inflammation, et après, voilà, on a en gros, ça veut dire que le combustible a beaucoup participé à un feu qui serait potentiellement actif dans une pièce. En comparaison, le bois traité montre un petit pic au début. Souvent, il peut montrer une petite inflammation qui va être vite, comment dire, j'ai envie de dire, éteinte en fait par le phénomène de gonflement. C'est-à-dire qu'en fait, on va peut-être voir une petite flamme au début, et après, le phénomène de gonflement va faire que la flamme va s'éteindre. Et après, du coup, on est sur voilà, électrocardiogramme plat, plus rien, plus de puissance. C'est très bien pour nous, ça nous plaît. Après ça, évidemment, on a essayé de faire de l'imagerie dessus pour comprendre un peu la formation de ces réseaux charbonneux. Donc, on fait du microscope électronique à balayage avant exposition et après exposition. Et ça nous a aussi donné l'idée, en fait, pour la suite de mettre ces tests, enfin, faire une mise à l'échelle de ces tests à l'échelle terrain, puisque ça, on peut se le permettre grâce à la plateforme Explory qu'on a développée au sein de l'équipe Feu. Donc, concrètement, en fait, c'est une petite maison qui est instrumentée et qui va permettre en fait de placer des matériaux dessus et d'évaluer leur résistance à un feu qui est comment dire, qui a des puissances qui sont très proches du réel en fait. On est sur des essais en conditions réelles d'incendie, sur des structures courantes, c'est-à-dire qu'en fait on a une maison avec des fenêtres, des volets, plein de capteurs, etc. Et donc on peut venir tester la résistance au feu de plein de matériaux sur des feux qui sont quand même très impressionnants. Et donc c'est une conceptualisation comment dire, multi-échelle. Si vous avez bien suivi, on est parti de l'échelle microscopique, donc la laser thermogravimétrique, on est monté aux pastilles, après on est monté au cône calorimètre sur des peintures, après on essaie de monter à l'échelle terrain, et donc on essaie de mettre au point une méthodologie qui est multi-échelle, et donc ce qui est assez intéressant et innovant aussi dans le domaine. Donc pour revenir à ces essais-là, en fait, on a pris des volets et on a testé, en fait, on a mis des capteurs de température en dessous de nos traitements. Donc soit on a du sapin brut, du bois brut, soit de la peinture biosourcée avec notre extrait A, soit la peinture témoin, c'est-à-dire celle faite avec le pentyrétritol, le standard de la bibliographie, soit une peinture commerciale. On a aussi voulu voir ce que le commerce offrait comme possibilité. Et donc les résultats qu'on a eus, là c'est préliminaire parce que c'est des essais qui sont en cours. Les résultats qu'on a eus montrent en fait de manière très intéressante que la peinture biosourcée enrichie en extrait de liège, qui est en orange ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, non, vous ne la voyez pas, qui est en orange est en fait la plus basse. C'est-à-dire qu'en fait la température sous la peinture à extrait de liège était la plus basse. Ça nous a étonné aussi beaucoup. D'ailleurs, on va peut-être revérifier une deuxième fois parce que c'est quand même trop beau pour être vrai. Non, je rigole. Mais en vrai, c'est quand même très intéressant pour nous parce qu'en fait, même on a réussi à passer au-dessus de la peinture du commerce. Si vous voyez, la température sous notre traitement, en fait, est assez inférieure pendant toute la durée de l'essai. Et par rapport au sapin brut qui est non traité, évidemment, là, on est sur
des températures qui peuvent monter jusqu'à 100 degrés d'écart. Donc c'est des résultats qui sont très intéressants et qui méritent encore d'être développés par d'autres essais, donc on va essayer de continuer à faire ça et à développer cette méthodologie. Bon, je vais vous mettre une petite vidéo d'un essai terrain parce que c'est assez impressionnant. Je crois que je crie sur la vidéo parce que je suis très content de ce qui se passe, donc ne m'en voulez pas. Je ne sais pas comment ça marche. C'est pas que moi, c'est beaucoup ça. Voilà, vous voyez que là ça bug un peu. Je suis désolé, vous avez vu un peu la puissance qui est dégagée pendant un essai à l'échelle de terrain. C'est-à-dire on est sur des flammes qui peuvent faire jusqu'à 8-10 mètres, sur des puissances qui peuvent monter jusqu'à 140 kW. Donc ça ne vous parle pas, mais c'est énorme. C'est-à-dire qu'au laboratoire, on peut monter que à 50, 70 maximum. Là, on est sur du 140, donc c'est vraiment très impressionnant. Et du coup, ça permet de vraiment voir comment la peinture se comporte en fait sur un essai réel. En fait. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de développer au laboratoire actuellement. Et donc en conclusion de cette présentation, conclusion et perspectives, j'aime toujours dire que c'est un projet qui s'inscrit dans 3 axes principaux. Le premier, c'est la sécurité incendie. Donc, évidemment, on essaie de développer un nouvel additif retardateur de flammes. Donc, essayer de voir un peu comment apporter notre pierre à l'édifice sur justement ces systèmes intumescents. Et on travaille sur l'intégration aux interfaces. Donc, c'est un truc qui est un peu étudié parce qu'en fait, souvent, on est sur c'est de la science de l'incendie, mais dans le bâtiment. Là, on est sur les interfaces forêt-habitat, donc c'est quand même quelque chose qui est assez innovant. Et évidemment, on s'inscrit dans une dynamique de protection des biens et des personnes. On est dans un projet qui s'inscrit dans une démarche durable, avec la valorisation de sous-produits sylvicoles, en collaboration avec les institutions, notamment l'ONF, le CNPF, et d'autres particuliers également, pour la valorisation du liège, justement, du liège vierge en Corse, l'utilisation d'extraits naturels et l'engagement auprès des acteurs, ça je viens d'en parler. Et aussi, du coup, un axe d'innovation avec le développement d'une méthode d'extraction verte qui n'a jamais été faite auparavant pour le liège, la conceptualisation de méthodologies multi-échelles et aussi le développement d'une problématique nouvelle au sein de l'université, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait ici, les retardateurs de flammes. Donc on développe un peu ce nouvel axe de recherche au sein de l'équipe feu et on espère qu'on va pouvoir continuer dans cette démarche. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à vos questions maintenant. Je serais vraiment ravi qu'il y ait des échanges avec la salle, même avec les gens en visio et qu'ils puissent discuter de manière simple et détendue. Voilà, ça me ferait plaisir. Donc allez-y. La parole est à la salle. Sébastien. J'ai une question, peut-être un peu bête, mais est-ce qu'au final, le choix au départ du liège, ce serait le choix de la sécurité, puisqu'on sait bien que c'est des arbres, enfin, un type d'arbre qui est plutôt assez bien adapté au milieu méditerranéen et à ces incendies assez fréquents. Oui. Est-ce que finalement, ce n'était pas quelque chose d'attendu en termes de performance? Alors, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu en visio, là? Non? Je n'ai pas de réponse. Bon, on va considérer que oui, alors. J'ai pas de retour, c'est pas grave. Et du coup, en fait, ouais, à la base, le projet il a été écrit dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a vu, évidemment, on sait que alors il y avait deux aspects. Le liège, c'est une bioressource qui est valorisable. On a une grosse biomasse sur les bras, donc qu'est-ce qu'on va en faire? Et en plus de ça, ok, c'est un arbre qui résiste au feu, retardateur de flamme, on va pouvoir faire quelque chose. D'autant plus qu'en fait, non, pas d'autant plus. Mais du coup, en fait, le liège, il résiste au feu non pas par ses propriétés chimiques, ou alors peut-être, mais dans une moindre mesure, j'ai envie de dire, mais il résiste au feu par ses propriétés mécaniques, en fait. C'est un matériau qui est très aéré, avec beaucoup d'air à l'intérieur, et c'est ça qui va faire la protection du feu. L'arbre, il va être protégé du feu grâce à ça. Et donc, en fait, ce qu'on vient faire avec les peintures intumescentes, c'est au final recréer un peu cet effet de structure de matériaux assez aérés. Et justement, le fait que ce soit aéré, ça va justement protéger du feu et de l'augmentation de la température. Alors, c'est pas exclu non plus que le liège
ait pu comment dire, développer des molécules qui, dans ces extraits-là qu'on essaie d'avoir, qui favorisent la résistance au feu. Mais au final, on n'a pas, les résultats ne montraient pas vraiment pas de résultats probants là-dessus. Et donc, en fait, ça peut être applicable, je pense, à d'autres matrices végétales qui sont riches en polyphénol et en d'autres molécules avec plein de fonctions hydroxyles qui permettraient de recréer cet effet de gonflement aéré un peu à l'image du liège. Voilà, le liège, en fait, c'est un peu le retardateur de flamme intumescent naturel du bois, quoi, du chêne-liège. Donc, voilà. L'idée, c'est de reproduire, de récupérer des aspects chimiques du liège pour reproduire les propriétés physiques de celui-ci. C'est ça. Et est-ce que du coup, on aurait d'autres types de ressources qui pourraient être exploitées, explorées? Oui. Ça. Bien sûr, c'est ce que je disais juste avant, c'est très intéressant. Mais je ne peux pas en dire plus parce que je suis tenu à la gorge par la CIA. Alors en fait, voilà, comme j'ai dit au début, il nous faut des molécules qui sont riches en fonctions hydroxyles. Et ça, c'est des fonctions qui sont partout dans la nature, partout. Et du coup, on essaie un peu de développer d'autres axes de valorisation, notamment sur des bioressources issues de l'agriculture, comme les mares de raisin, les sous-produits de la production d'huile d'olive, un peu les grosses productions insulaires, j'ai envie de dire. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va chercher, c'est pas de valoriser des bioressources qui ne restent pas sur les bras. En fait, ce qu'on veut essayer de faire, c'est valoriser des bioressources qui sont justement, on les a sur nous et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Les mares de raisin, on en a des tonnes et des tonnes, qu'est-ce qu'on en fait? À part les épandre et faire de l'engrais avec, enfin même pas de l'engrais, faire je sais plus comment, du compost avec, du compostage avec, on n'en fait rien, donc c'est dommage. Voilà. Donc ces polyphénols sont intéressants pour ça. C'est pareil, les souches d'olivier, ça résiste aux incendies. Les souches d'olivier? Ouais, alors je pense que l'olivier c'est surtout parce que c'est très dense et du coup ça brûle beaucoup moins bien. Mais dans les olives, en tout cas, on retrouve beaucoup de polyphénols qui sont très intéressants. Voilà, Après, je ne dis pas que c'est la seule voie de valorisation aussi, c'est-à-dire que les polyphénols et toutes ces molécules actives, elles peuvent être valorisées en cosmétique, en pharmacologie, il y a plein de domaines en fait. Donc les retardateurs de flamme, c'est qu'un seul aspect, et il ne faut pas non plus cantonner qu'à ça. Mais c'est aussi une voie qui est intéressante. Peut-être poser une question bête. Ah non, mais il n'y a pas vas-y, dis-moi. Du coup, tu as dit que c'était la première peau, on va dire, de liège qui était la plus efficace, mais est-ce qu'il y a déjà eu des tests avec une peau qui a déjà connu le feu? Pour voir si elle-même a déjà produit, on va dire, quelque chose pour se protéger, et du coup, vous pouvez retirer plus de je sais pas, de substrat, protecteur. Ah, d'accord. Je sais pas comment expliquer la chose. Mais... Non. Et en fait, non, pas du tout. On n'a pas fait ça. Parce qu'en fait, souvent, ces molécules naturelles qu'on va rechercher, elles sont présentes de base dans le liège, dans le matériau liège. Elles vont pas, on va pas en avoir des concentrations plus grandes si l'arbre est exposé à l'incendie. Enfin, bon, non, je m'avance. Hein, peut-être que oui, mais non, peut-être que oui. En fait, parce que à bien y réfléchir, en fait, les plantes, elles peuvent s'adapter aussi à leur environnement et au stress qu'elles peuvent subir. Après, de là, en fait, le liège, c'est pas comme une plante dans le sens où une plante verte, elle va avoir tendance à faire beaucoup de régénération rapidement. Sur le liège, on est sur des choses qui mettent 10 ans, 15 ans à se régénérer. Donc, est-ce qu'il y a un changement du profil chimique du liège lors de l'exposition à l'incendie? Voilà, pas sûr. On n'a pas testé, mais à voir. À voir. Merci pour la question. En tout cas. Oui. Suite à la deuxième exposition, est-ce que ça garde les mêmes propriétés mécaniques de résistance au feu? La peinture La peinture? Non. Non, la peinture, en fait, elle est destructive. À partir du moment où elle est soumise à un incendie, elle va faire son gonflement. Après, voilà, si le feu, on va dire qu'en fait, en conditions réelles d'incendie, sur un incendie de forêt, le feu va passer très très vite. Donc ça va faire du gonflement. On peut peut-être envisager de gratter la peinture et de récupérer le bois relativement préservé en dessous. Et après de réappliquer une couche de peinture. Mais non, la peinture en elle-même, je pense qu'il faut faire le deuil après. Une fois que ça passe au feu. Voilà. Oui. Par rapport à tes rendements pour l'extraction oui. aqueuse, est-ce que tu as extrapolé pour savoir
à grande échelle, en fait, si tu avais toujours un grand rendement, c'est qu'il fallait beaucoup d'eau, en fait, pour avoir beaucoup de polyphénol, ou ça, si c'était pas trop consommateur d'eau, on va dire. Si tu fais à grande échelle. Bah, non, évidemment, là, ça reste un projet au laboratoire, mais on essaye d'envisager, en tout cas, de faire des études pilotes sur la mise à l'échelle industrielle, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que avant d'en arriver là, il faut vraiment faire beaucoup de travaux et d'études, mais non, on l'envisage beaucoup. Et sur les extractions à l'eau, là, en laboratoire, on était sur des rendements qui pouvaient aller jusqu'à 5% en masse. Donc pour, par exemple, 100 grammes de liège, on avait 5 grammes d'extrait brut, qui est après valorisable du coup en tout un tas de choses, donc ventilateur de flamme, cosmétique, pharmacologie. On ne s'arrête pas forcément au ventilateur de flamme. Et du coup, est-ce que en montant d'échelle, on va rester sur ces rendements-là pas sûr à tester, mais en tout cas, on souhaite un peu étudier voilà, cette mise à l'échelle, notamment avec des acteurs comme la STAT, évidemment. D'autres aussi. Des multinationales, peut-être. Non, voilà, mais merci en tout cas, oui. J'ai un peu une question qui me vient. C'est une question bête pour le coup. Est-ce que finalement, ce serait intéressant de comparer la performance du morceau de pain avec de bois en pain, avec cette peinture-là de sourcé? Et est-ce que ce serait réellement avec un morceau de liège classique? Parce que finalement, il y a tant de morceaux de liège dont on ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce que si on envisageait une porte avec ce matériau-là et quelque chose pour cacher et rendre esthétique par-dessus, est-ce que finalement ce serait plus performant ou moins performant que ce qui est mis en point ici? Alors, on a testé le liège au cône, et enfin tout ce qu'on a fait là, on a testé le liège, parce qu'on s'est dit quand même, on va tester quand même le liège brut pour voir ce que ça donne. Mais après, on n'a pas été beaucoup plus loin sur ça. On travaille au laboratoire sur des matériaux qui sont des matériaux, on dire, des copolymères à base de liège et tout. Donc, par exemple, des bétons allégés en liège et tout. Mais non, des doublures de bois en liège, on n'a pas envisagé. J'y ai pensé moi aussi, parce que c'est vrai que c'est pas bête de se dire ça, mais au final, ça va dénaturer un peu l'aspect qu'on recherche dans le bois. Et le but, c'est aussi de préserver l'aspect bois que tout le monde recherche. Donc, mais par contre, pour des applications industrielles, j'ai envie de dire, où on n'a pas besoin d'avoir un aspect esthétique, voilà, ça peut être intéressant, effectivement. Parce que le liège, souvent, il est très très peu inflammable. En plus, au-delà de ça, il est aussi isolant phonique, isolant thermique. Il a plein de propriétés qui sont intéressantes. Il est hydrophobe, donc voilà. Donc ouais, très intéressant à développer. On travaille sur le liège en tant que matériau aussi, mais là, j'en ai pas parlé pendant cette présentation. Mais ouais. À envisager. D'autres questions, s'il vous plaît. Tu parles justement que le liège, ça peut être un isolant phonique, et là, on est surtout dans l'air où on refait les isolations par l'extérieur. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée, soit de mettre, parce que beaucoup de monde reconnaît les capacités du liège, par exemple un panneau de liège en isolation, plus ton retardateur par-dessus, surtout par exemple pour les problématiques de feu de façade? Est-ce que tu penses que ce serait possible, ou même que ce soit étendu à d'autres isolants, comme je dis, les isolations par l'extérieur, c'est pour la réhabilitation, c'est ce qu'on fait en ce moment. Ouais, après ce serait retarder du liège avec du liège, on fait une section de liège, ça va plus, quoi. Mais non, après le liège, je pense qu'il peut se suffire à lui-même. Comme on a dit, qu'il est naturellement résistant au feu. Après, là, on développe une solution qui est spécifiquement axée pour le bois, pour les isolants. On n'est pas sur du bois, on est sur des laines de roche, des laines de verre, que sais-je, en plus, je ne sais pas, en fait, je ne connais pas de ces matériaux. Donc c'est vraiment, dès qu'on change de matériau à protéger, il faut vraiment changer tout. Normalement, il faut tout changer. Il faut changer la méthodologie, il faut changer un peu les compositions aussi. La peinture qu'on a développée, elle est spécialement pour le bois, pardon. On a peu de chance qu'elle tienne très facilement du premier coup sur du métal, par exemple, sur des substrats métalliques. Donc non, on n'a pas travaillé dessus, mais ouais, à faire. C'est vrai que les feux de façade,
On a tous en tête l'exemple de la Grenfell Tower à Londres, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un immeuble de 50 étages qui avait pris feu entièrement, et c'était en 2017, je crois. Peut-être un peu avant ou un peu après, mais voilà, ce qui s'était propagé par la façade. Donc, les feux de façade, c'est extrêmement important. Et surtout, comment dire, retarder les isolants. Ouais. Mais on n'est pas sur cette problématique actuellement. Donc voilà, on développe. Ça donne des idées en tout cas. Non, c'est gentil. Je sais pas si en ligne ils peuvent poser des questions aussi. Si vous avez des questions en ligne, vous pouvez les poser soit par le chat, soit en vrai. Je n'entends rien, je vois rien, je sais plus. Les gens. Ils n'ont rien vu en fait. Est-ce que vous étiez là au moins? On est là. Ah d'accord, ça marche. Très bien, très bien. Bon, et s'il y a des questions dans la salle encore aussi, dites-moi. Il n'y a aucune question bête. Si, moi je veux bien poser une bête très bête. Donc tu viens de dire que ton travail c'est pour la protection du bois, du matériau bois. Donc ça me fait penser aux essais qu'il y a sur la plateforme Explory où il y a aussi des fenêtres en PVC. Ouais. Et les chercheurs nous ont expliqué que vous avez fait des essais, que la première vitre se cassait et la deuxième. Donc, est-ce que, je suppose que vous n'avez pas pensé à travailler sur une peinture, ça ne se peint pas le PVC? Non, le PVC, non, ça ne se peint pas. Souvent, c'est des charges. Ça se mélange. Ouais, c'est ça. On met un espèce de produit, une poudre à l'intérieur qui va en fait empêcher la dégradation très rapidement. Après, c'est un produit qui quand même brûle super facilement. Et d'ailleurs, c'est même pas dit que les fenêtres en PVC soient traitées contre le feu. Normalement, c'est des produits. Ouais, le PVC qu'on met sur les maisons est déjà infinissant. Sur la plateforme, d'abord. Oui, il gonfle à sa dégradation. Ouais. Mais après, est-ce qu'il a des propriétés mécaniques quand il est exposé à la chaleur? Je ne crois pas. En gros, il perd sa structure et du coup, forcément, la fenêtre va. Tout ce qu'on va trouver en matériaux de construction, ce sera avec du PVC déjà traité. Ouais. Et après, bon, il y a tendance à se déformer, donc ça pour le. Mais le PVC, à partir des températures de 75 degrés, il perd ses propriétés mécaniques. Ouais. De suite, il va d'abord se déformer, puis en montant en température, il va gonfler jusqu'à atteindre son point de fusion. Donc sur les températures qu'on a vues tout à l'heure sur tes données, on va très vite que le PVC ne résiste pas à tout ça. Ouais, c'est ce qu'on demande d'ailleurs sur la plateforme, c'est que le PVC, non, il ne faut pas. L'aluminium, c'est le mieux, mais ça coûte cher. Le bois. Ma question était bien nette. Ah non, pas du tout. Non, mais il y en a qui font de l'intumescence, enfin en fait voilà, ce qu'on a dit, le PVC peut déjà gonfler tout seul. Il y en a qui vont ajouter des traitements dedans, qui peuvent augmenter cette résistance au feu, ce gonflement et tout. Mais il n'y a pas de peinture sur le PVC, ça n'existe pas. Ça. Voilà. Par contre, des peintures sur substrat métallique, ça peut exister. Peintures intumescentes qui vont gonfler sur des substrats genre aluminium ou acier, etc. Ça existe. D'ailleurs, c'est très utilisé aussi dans l'industrie et du coup, pourquoi pas. Mais voilà, c'est vrai que la plateforme Explory, c'est pour nous la plateforme Explory, c'est un axe de développement qui est super intéressant parce que la mise à l'échelle, c'est vraiment ça se fait pas quoi, personne le fait. Sur les retardateurs de flamme intumescents, personne le fait, donc on se positionne dessus et c'est vraiment chouette de développer des méthodes, nouvelles méthodologies. Pas toujours faire ce qu'on voit dans la bibliographie, un peu essayer d'expérimenter, de faire de nouvelles choses, c'est chouette. Voilà. Elle était belle la diapo. Donc du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier Jean Valère pour son intervention. Merci à vous. Et je vais aussi vous remercier vous de nous avoir suivis du coup au long de cette année, de 7 rendez-vous des doctorants. Et on vous donne rendez-vous l'an prochain pour d'autres doctorants qui nous présenteront leurs travaux. Merci.